Ah, Guigui nous rappelle à l'ordre. Ah. On peut parler, il y a le jungle. Bubble foot. Jamais. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 10 mai. Bienvenue au grand débrief d'ITS by Cité Radio. Comme tous les lundis, nous allons débattre sur les rencontres sportives du week-end en Touraine. Nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Toutefois, il y avait quand même deux chocs, on va dire. Pour le handball féminin, on verra ça plutôt en deuxième partie d'émission. Alors, handball féminin, c'était Chambray. Et de premier chef, nous allons parler basketball avec nos chroniqueurs qui sont là ce soir. Je vais commencer par le dernier arrivé, Quentin. Salut Quentin. Bonsoir tout le monde. L'adolescent. Salut Florentin. Bonsoir à tous. Et notre zèbre à nous. Salut Basile. Bonjour, bonsoir. Et comment il s'appelle l'autre déjà? Bertrand. Salut Bertrand. Salut Francis. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose ce soir? Ouais, bah, t'es le dernier, tu peux, vas-y. Vas-y. Ah, d'accord. Donc je vais saluer nos 6031 abonnés amis. Parce qu'il y a quelques temps, on a espéré avoir les 6000. Et bien là, on va espérer avoir les 7000, tout simplement. Ouais, et il en faut encore quelques-uns. Hein. Mais bon, c'est bien de le signaler. Au moins, tu auras dit une information importante ce soir. C'est bien. Ouais, je vais essayer de rameuter toute la communauté zèbre de France et de Navarre, si c'est possible. Ouais, Navarre, je suis pas sûr que tu en trouves beaucoup, mais en France, pourquoi pas. Bon, les gars, parlons peu, mais parlons bien. Et parlons peu, non, même pas d'ailleurs, parce qu'on est là pour beaucoup parler. C'était la reprise dans le championnat de National 1 masculine, puisque les équipes ont été bloquées en stand-by pendant 15 jours. L'UTBM, il restait trois échéances, il n'en reste plus que deux. Celle de samedi soir, c'était donc à Dax. Ça a pas mal démarré, disons que la première mi-temps était correcte, même si le premier quart était un petit peu limite. Ils ont gagné. Alors, sur le fin de match, qu'est-ce qu'on a transpiré, hein? Ils ont gagné, Francis, quand même. Ils ont gagné, mais bon, qu'est-ce qu'on a transpiré? Voilà. Non, mais bien évidemment que de la façon dont j'amène le sujet, je veux commencer par le moyen pour finir par l'aboutissement, mais qu'est-ce qu'on a transpiré, quoi. Et non, Enfin, l'essentiel, comme dirait l'autre, c'est la victoire, même si elle a été compliquée à obtenir. Évidemment. Après, deux prolongations. On va pouvoir, je pense, en débattre parce qu'on a quand même pas mal de temps, mais il y a différentes parties dans ce match. Il y a une première partie qui, à mon sens, n'est pas forcément maîtrisée. Il y a un second quart qui est plutôt bon. Il y a toute une deuxième mi-temps qui est plutôt moyenne. Et puis, il y a une prolongation où ils vont chercher des ressources, pas forcément physiques, mais psychologiques. Ils vont chercher des ressources pour rien lâcher et pour arriver à l'emporter. Ouais. Alors, ressources physiques aussi, hein, parce qu'il faut dire ça faisait 15 jours qu'ils ne jouaient pas. Ouais, mais les craindre physique. Oui. Non, pas Dax. Ils ont joué un match. Ah bah oui. Ouais, Dax, ils enchaînaient leur troisième match de suite. Non, mais en face, ils sont 7. Si eux, ils n'ont pas été chercher des ressources, eux ont été chercher des ressources physiques. Les joueurs de l'UTBM, il y avait quand même la possibilité de tourner. Après, l'UTBM a quand même fait un match un peu en montagne russe quand même. Alors, des moments de très belles choses, des moments complètement au fond du sac. Et ils ont eu la chance, au moment où ils sont justement dans le creux, d'avoir un Ahmed Doumbia, un capitaine qui est franchement exemplaire avec ses plusieurs 3 points. Je crois que c'est 3 ou 4 3 points dans le second quart-temps, qui vient remettre l'UTBM à flot face à Dax.
Et face à Toulouse, ce sera pas la même histoire. S'ils ont des creux, ils n'ont pas le droit d'avoir des creux, justement. Alors, on n'en est pas encore là, Quentin. On parlera de Toulouse un peu après. On va continuer sur le résumé de ce match-là. On perd le premier quart-temps 20-14. On gagne le deuxième 26-12. Les 3 et 4, c'est 23-19, 19-15 aussi perdus. Donc, la première prolongation, 7 partout. Et la deuxième, elle est gagnée 10-7. Tout ça pour arriver à un score de 88-91 en notre faveur, en faveur de l'UTBM. Voilà. Ça fait quand même. Y a à redire, effectivement, moi qui les ai vus jouer plusieurs fois directement dans la salle, j'ai vu samedi soir devant mon écran le même genre de match, c'est-à-dire que ils sont on a l'impression qu'ils ont la trouille au ventre. Et ils sont dans le troisième quart à plus 14 et d'un seul coup, le troisième quart, il y a plus 2 à un moment. Donc voilà, quoi, on se dit comment est-ce que c'est possible contre une équipe comme Dax qui n'est pas là le couteau entre les dents, puisqu'ils sont en roue libre. Hein, le championnat pour eux est bientôt terminé. Ils ne peuvent plus rien perdre, plus rien gagner. Donc voilà, quoi. Moi, c'est ça la principale inquiétude, c'est le fait de se mettre en danger, et j'ai l'impression, par la trouille, par la pression. Quoi. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il y a peut-être la trouille, effectivement, mais tu as aussi en face une équipe qui n'a plus rien à perdre, comme tu le dis, et qui, du coup, joue complètement décomplexée. Et c'est ce qui fait que Dax réalise plutôt une bonne performance vendredi soir. Donc, il y a les deux, évidemment, mais il faut quand même pas oublier un truc, c'est que si comment dire, le shooter d'Aqua lâche son bras un tout petit peu plus tôt, on n'est pas en train de parler de victoire. Hein, donc, exactement, c'est vrai, parce qu'il y a quand même eu un fait de jeu important. Le vent ou même si les arbitres n'avaient mal jugé la situation, hein, parce que finalement, il faut remercier les arbitres. Moi, je l'ai revu au moins 10 fois. Là, j'ai repassé 10 fois. Même à la vidéo, on a du mal à juger la situation. Moi, quand je l'ai vu en direct, je ne l'ai vu qu'une fois, moi, et c'est en direct, j'ai vraiment eu l'impression que le buzzer arrivait avant. Il n'y a pas de problème. J'étais d'accord avec la décision, sans chauvinisme aucun, parce que alors, des fois, quand on regarde à la vidéo, il peut y avoir un décalage entre l'image et le son. On est d'accord. Hein, mais moi, sur ma tablette, j'ai vraiment eu l'impression que le buzzer arrivait avant le shoot. Ouais, mais tu parles de l'image et le son, mais nous c'est image et image, parce que moi, je ne me suis pas fié au son, je me suis fié à l'écran rouge au niveau du panneau. Donc, moi, je regardais le shooter et le rouge. Et je peux vous dire que le rouge s'est allumé lorsque le shooter montait son ballon. Donc, le geste était déjà déclenché. Par contre, on le juge quand le ballon part des mains. Ouais, c'est le lâcher du ballon. Voilà. Mais au moment où le ballon est en bas, la lumière, elle n'est pas rouge. C'est quand il fait son geste, en fait, que ça se met rouge. Alors, à juger, pour les arbitres, c'est du pile ou face. Hein. C'est la femme qui a pris la décision. Elle l'a prise très rapidement. Elle a vu une fois et elle a dit tout de suite non, pas de panier. Elle était sûre d'elle. Après, remercier les arbitres, non. Enfin, moi, je ne pense pas. Leur dire qu'ils ont fait un bon match, oui, pourquoi pas. Les remercier, non, parce qu'ils font leur boulot. Ouais, c'est ça. Je suis un peu trivial quand je dis ça, mais en fait, c'est que ça sous-entend que si on les remercie, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous doivent quand même quelque chose. Alors qu'en l'occurrence, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Non, ce que veut dire Bertrand, c'est que la situation était tellement limite que pourquoi ne pas avoir décidé dans l'autre sens? C'est ça, quoi. Bien sûr. Mais donc, pourquoi pas? bon. Après, si on avait fait le taf, il n'y aurait pas eu cette décision. Oui, non, mais si, effectivement, mais il y a des raisons. Ça, c'est ça le sport. Hein. Si tu joues toujours sur tes mêmes valeurs, eh ben, tu es champion de France, et puis voilà. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe quand tu es sur le terrain. Hein. Tu rates des matchs des fois. Mais là, Tours, ça fait quand même de la répétition. Si on va sur les statistiques de joueurs, on est quand même. Moi, il y a quelqu'un que je trouve là qui a du mal à revenir de blessure, c'est Temgua. Il n'a pas encore retrouvé son niveau. Son Limbago l'a vraiment pénalisé. Il était en période très très forte. Et puis là, depuis cette blessure, il y a maintenant 3 matchs. Là, Temgua, c'est 0 sur 1 à 2 points et c'est 2 sur 7 à 3 points. Ce n'était pas ses statistiques des dernières rencontres. Hein. Donc, voilà. Il joue 28 minutes. Hein.
Il joue quand même 28 minutes. C'est ça, oui, 28-30 ou quelque chose comme ça. Ouais. Ateba, 0 sur 2 à 2 points, 2 sur 11 à 3 points. Là, on est quand même sur des… Alors, oui, il y a Ahmed qui fait du 2 sur 5 à 2 points, 9 sur 14 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Ahmed, il nous sauve le match. Hein. Bah, franchement, parce qu'au moment où il enchaîne ses tirs à mi-distance, on est dans le dur. Parce que en plus, Dax nous propose des zones. Alors, on ne sait pas attaquer les zones. Alors, il va falloir le travailler parce que Toulouse va nous en proposer. Non, mais c'est pas qu'on ne sait pas, Bertrand. Il ne faut pas dire ça. Bah, on a du mal. On a du mal à attaquer les zones. Mais parce qu'on est pétrifié, parce que dans les bons passages, on voit qu'il y a des schémas appliqués. Ils ont fait une saison, ils ont 6 défaites. Il y a une raison. Ils savent jouer, les mecs, il n'y a pas de problème. Mais là, la pression, visiblement, est trop importante pour certains. Moi, quand je vois Crayon qui, sous le panneau, ne trouve pas le cercle, le mec, il fait 2,04 m. C'est pareil pour Olysse Meka. Il y a Olysse Meka 5 sur 9. Crayon 4 sur 12, quand on sait que c'est des joueurs qui shootent à l'intérieur. Moi, ça m'ennuie plus. Après, ils sont à 12 des Vals, hein, donc ils n'ont pas foiré leur match non plus, quand même. Hein. Parce qu'ils prennent des rebonds. Ils prennent des rebonds, les gars. Ils sont là pour ça compense. Dax a bien verrouillé l'intérieur. Hein. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils ont même pris l'option de laisser shooter de tour, mais ils ont verrouillé l'intérieur. C'était vraiment très difficile de pénétrer. Hein. Moi, je suis pas d'accord, notamment sur la fin de match. Quand Dax joue small ball, à quoi peut-être 2 minutes de la fin, Dax joue small ball parce qu'en fait il y a des fautes et concrètement le coach peut pas faire autrement. Et au moment où il joue small ball, on continue à shooter de loin, alors qu'en fait concrètement, à l'intérieur on a l'avantage. Et moi je comprends pas, même si effectivement les shooters intérieurs n'étaient pas forcément dans un grand soir, ce qui peut arriver. Mais je veux dire, quand Marius Chambre trouve Olysse Meka au alley-oop, il n'y a rien à dire. Je veux dire, il a les 2 mains dans la marmite et en avant. Quoi. On est d'accord. On a des gars qui ont du jump, on a des gars qui ont de la capacité à l'intérieur, et on s'est entêté sur toute la fin de match à shooter de loin. Et on a arrosé, mais c'est pas permis. C'est ça. Donc moi je trouve on n'essayait pas les passes dont des fois ils abusent un petit peu. Moi, j'ai vraiment ressenti de la trouille. Si tu peux ne pas me donner le ballon et te débrouiller tout seul, ça m'arrange. En gros, c'était ça. Après, Francis, par rapport à ça, je trouve que quand même au niveau de la pression, ils l'ont plutôt bien géré, notamment à la fin avec les lancers francs. Parce qu'à chaque faute, il ne fallait pas les louper. Et il me semble que c'est d'Argenton, si je ne dis pas de bêtises, c'est les deux lancers francs où il ne faut vraiment pas en louper un. Et mais il n'y a pas de problème. La trouille, la pression, ils ont quand même la tenir un minimum à la fin pour assurer le résultat quand même. T'as raison. S'il y en a qui n'a pas la trouille, c'est quand même Marius Chambre. Hein. On est d'accord. Pas tous la trouille. T'as raison. T'as raison. Là, je suis d'accord avec toi. Oui, d'accord. Pour en revenir à Alexis, au lancer franc, il fait 4 sur 6, Alexis d'Argenton. Hein. Donc, effectivement, avec 2 lancers. Mais il y a un truc, il y a 9 joueurs qui ont joué, 18 fautes. Ça fait une moyenne de 2 fautes par joueur. Sachant qu'Olysse Meka en a fait 5. On va dire que défensivement, ça vous a semblé comment, vous? En gros, il faut dire que les arbitres, on peut siffler. Hein, parce qu'en face, Dax joue avec 7 joueurs, tu n'en as aucun qui a 5 fautes. Hein, avec 2 prolongations. 7 joueurs, 2 prolongations, tu n'as aucun qui a 5 fautes. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes de siffler. Ouais, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur l'analyse, c'est que en fait, pour moi, le fait que Dax n'ait pas beaucoup de fautes, c'est justement parce qu'en fin de match, on n'a pas suffisamment appuyé sur le secteur intérieur. Et à un moment donné, j'ai en tête, notamment à 2 minutes de la fin, je crois, j'ai en tête où il y a 3 fautes consécutives qui sont sifflées. Et le coach est obligé de coacher à ce moment-là, parce qu'en fait, ils prennent 3 fautes en 2 possessions, je crois. Donc, moi, je trouve qu'on a… Enfin, après, c'était peut-être une volonté de Pierre Tavenin, hein. Mais je trouve qu'on n'a pas assez appuyé sur le secteur intérieur. Et je pense qu'une équipe qui a que 7 joueurs, tu dois la faire sortir du match bien avant. Tu dois faire. Et puis, il y a un autre truc que j'ai remarqué, moi, à la 36-30, à 3 minutes 30 de la fin, il y a plus 5 pour tour. On remonte avec possession de balle, on remonte le ballon, boum, et ça fait 3 secondes, 4 secondes que le ballon il est dans les 24 secondes, toi. On déclenche un shoot à 3 points qui touche le cercle, qui s'en va. L'action d'après, donc déjà là, on ne mange pas le chrono. Dax remonte, ne marque pas, on est toujours avec 5 points, on y va. Et là, c'est au tour de Doumbia de tenter la même chose. C'est-à-dire qu'avec la possibilité de manger, on va dire, 40-45 secondes sur 2 actions,
tu utilises 8 secondes quand tu es en position offensive. Quand tu es si près du but avec si peu d'avance, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me dérange là. Ouais, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il y a des options qui sont prises. Alors après, on l'a vu, et d'ailleurs, ça leur a réussi aussi. Il faut quand même. Moi, c'est vrai que je suis assez dur envers eux aujourd'hui, mais force est de constater qu'ils ont gagné, donc ils ont raison de s'être entêtés, je pense. Mais pendant un moment, on sait que il y a des options de shoot qui sont prises uniquement sur des shoots à 3 points. Quand on voit la réussite notamment d'Ahmed et de Marius Chambre à la fin, le système, il est le même à chaque fois. Il trouve des joueurs démarqués à chaque fois. Et 3 fois sur 4, ça fait filoche. Donc, Alors, il a quand même un peu raison sur le principe. Marius, il fait 5 sur 12 à 3 points, Marius. Hein. Non, tu parles de la réussite de Marius au rebond. Tu parles de la réussite de Marius Chambre au rebond. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Parce que il a trop fort. 2 fois de suite, il shoot à 3 points, il rate et c'est lui qui prend le rebond. Parce qu'il suit son shoot. Oui, c'est ça, il suit, il sait il a un peu de lisibilité par rapport à son shoot, il voit, il sait comment il va rebondir. Quoi. Bon, voilà, il a un peu de réussite aussi. Ça, c'est parce que vous avez un joueur qui est comme ça aussi, c'est Bichard. Hein. Il est souvent à prendre des rebonds parce qu'il sait se placer, parce que c'est pas un joueur qui est très grand. Bichard, moi, je l'aime bien à la main parce que là, il fait encore 5 passes décisives. Hein. Il est moins adroit qu'il était en milieu de saison. Il fait un 0 sur 4 à 3 points. Mais malgré tout, à la main, moi, c'est un gars que j'aime bien parce que je trouve que en statistique de passes décisives, il est toujours celui qui en fait le plus. Bon, là, il se trouve que c'est Ahmed qui en a fait le plus, il en a 6. Hein, d'accord. Bichard, pour aller sur un petit focus sur lui, sur le fait de gérer le tempo d'un match, ralentir la cadence, manger le chrono, il sait faire. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que l'UTBM, en comptant Marius et Bichard, avait la possibilité aussi, il y a encore 2 mois, de s'appuyer sur Ralph Temgua, qui, là je me répète, mais n'a pas retrouvé son niveau de ça il y a 1 mois et demi, quoi, voilà. Hein, parce que le pauvre vieux, ce Limbago, l'a bien pénalisé. Oui, c'est normal. Hein. Ça se comprend, hein, de toute façon, c'est clair. Mais complètement, mais c'est pas de la critique négative, là, c'est un constat, c'est tout. Hein. Voilà. Par contre, après, ce qu'on peut moins comprendre, c'est le fait qu'il joue 28 minutes s'il n'est pas dedans ou s'il a de mauvaises sensations. Ouais, mais alors bon, il y a quand même UG qui est sur le banc et qui n'a même pas fait 1, 2, 3 minutes. Ouais, mais on n'a pas vu. Hein. On se rend compte, moi je me souviens au même poste, hein, je te parle. Dans le 3e quart, il y a au moment où le plus 14 est en train de fondre, c'est lui qui plante un 3 points. On sait qu'à mi-distance, il est quand même normalement c'est une gâchette, quoi. Voilà, il avait des statistiques. Bon là, effectivement, il fait que 2 sur 7, mais bon, ça reste. Temgua qui finit à 6 points, c'est pas dans ce qu'on avait pour habitude, quoi. Après, il fait 5 rebonds quand même. Hein. Donc, il n'a pas fait un mot. Effectivement, il fait 5 rebonds défensifs, c'est ça, une faute. Ouais. Bon, voilà quoi. Bon, une éval à 7. Bon, petit match, mais bon. Alors, Smallwood, il y a pire. Smallwood a joué 7 minutes. Ouais. 0 points, 0 panier sur 4 tentatives. Bon, voilà quoi, 2 rebonds. De toute façon, Smallwood, quand c'est dur à l'intérieur, c'est compliqué pour lui. Hein. Et même Pierre Tavano, c'est pas un joueur d'intérieur. On sait que c'est pas un joueur d'intérieur. Quand c'est trop dur à l'intérieur, Pierre Tavano ne le fait pas jouer parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas apporter ce qu'on attend à l'intérieur. On sait qu'il est capable de shooter en tête de raquette quand même. Il a une distance qui lui convient bien, c'est le 3 mètres là, plat, que ce soit à gauche, à droite ou au milieu. Il a quand même une bonne main, mais on sait que c'est pas un pivot, quoi. Voilà, on s'en est rendu compte. Hein, voilà. Mais bon, à mon avis, il y a autre chose par rapport à Smallwood que j'avais remarqué moi, quand j'étais dans la tête. Après, on pouvait s'attendre aussi que Dax, comme on l'a dit, était à 7 joueurs. On pouvait s'attendre à ce qu'ils baissent de régime aussi, puisqu'ils avaient fait 3 matchs en une semaine. Ouais. Ils avaient gagné face à Bordeaux 76-68. Puis après, ils avaient perdu de peu face à La Rochelle 75-73. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils baissent pavillon et le fait que les Tourangeaux ne provoquent pas suffisamment de fautes, c'est vrai que ça les a laissés dans le match tout le temps. Et les commentateurs, d'ailleurs, l'ont très bien fait. Ils ont réalisé un match de traînard. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivotaient, ils essayaient de s'accrocher comme ils pouvaient à être pas trop loin et puis arriver sur la fin du match.
ils ont réussi à passer devant. Et pour un peu, effectivement, on n'était pas en train de débattre sur victoire ou pas victoire. Le sort était scellé. Ouais, parce que les deux gars qui commentaient, qui sont très bien d'ailleurs, étaient un peu fatalistes à la fin à la mi-temps, quoi. Ils disaient quand même que bon, Tours était là pour jouer le haut du tableau, quoi. Ils étaient assez, pour eux, le match était pratiquement perdu à la mi-temps. Ouais, puis à chaque fois, Dax revenait, Ouais. il recollait et tout, puis finalement, ils se sont pris au jeu. Puis ils étaient presque déçus par rapport à comment ça s'est passé. C'est ça, parce que d'un match qu'ils peuvent presque gagner à la fin des 40 minutes, total, ils le perdent au bout de 50, quoi. Ouais. Mais Dax a fait un super match. Hein. Enfin, il faut dire qu'ils ont fait le match de leur vie. Hein. Je crois qu'ils sont à 109 d'évaluation à 7 joueurs. C'est un truc de fou. Et 45% de réussite au tir. 45%, c'est pratiquement 1 sur 2. Le match de leur rêve, hein. Franchement. Là, alors, je ne sais pas si c'est leur meilleur match, parce qu'au match aller, ils étaient venus gagner à Tours et ils avaient été très bons aussi. Moi, j'y étais ce soir-là. Dax est une équipe qui ennuie Tours, parce que je me souviens aussi, l'année dernière à Tours, Tours avait dû gagner que de 2 points. Donc, c'est une équipe qui, visiblement, crée des soucis à l'UTBM. De toute façon, toutes les équipes qui défendent en pressing et en défense de zone embêtent Tours. Tu as Toulouse, alors on va le revoir demain. Tu as Angers qui l'a fait qu'à gagner, et tu as Dax. Après, comme tu as dit, Bertrand, Dax, ils sont venus vraiment recoller au score grâce au numéro 5, notamment Cédric de mémoire, Cédric Massard. Pas de bonne mémoire. Hein. Ouais. Cédric Massard qui recollait souvent Dax. T'en fais pas, Florentin, au fur et à mesure que tu vieillis, la mémoire a full camp, donc toi, t'es pas loin du bout, là. De toute façon, les gars, donc effectivement. À Dax, attends, pour vas-y. À Dax, il n'y a pas que lui, hein, parce que tu as 4 joueurs à plus de 20 d'évaluation. Ouais, mais donc, ce fameux Cédric a ramené Dax souvent. C'est tout ce que tu voulais dire? Ouais. D'accord. Tu peux partir. Donc, le demain soir, on va dire que c'est une demi-finale, on va appeler ça comme ça. Les deux équipes actuellement en tête, Toulouse et Tours, se rencontrent à 20h à la Fontaine Blanche. Ça va être chaud patate. Non, pas à la Fontaine Blanche. Non. Oui, pardon, à mon conseil. Je me trompe de discipline. Après, c'est pas grave. Mais... Bon, de toute façon, c'est pas très grave, vu qu'il n'y a pas de spectateurs, les gens vont pas se tromper. Et voilà. Après, on peut dire que c'est une finale, hein, Francis, quand même. Hein. Non, on peut dire que c'est une finale. Non, c'est une demi. Non, parce que si Tours gagne de 17 points, et ça y est, c'est fini. Alors déjà, non, c'est 18. C'est 18. Bertrand, c'est de 18 qu'il faut gagner. Non, c'est 17. Non, c'est 17. Ils avaient perdu de 17 à l'aller. Non, de 16. Ah, de 16? Ah bon. Alors, il y a tellement de choses qui passent que j'étais certain, moi, depuis le début, que c'était 17. Par contre, si Tours perd, on est d'accord que c'est cuit pour Tours. Ouais. Ah oui. Ils n'ont pas droit à l'erreur, par contre. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'ils auraient 2 défaites et ils finiraient au pire ex aequo, et c'est Toulouse qui passe. Voilà. Okay. Donc, il faudra un bon match nul. Après, c'est pour ça que c'est une demi-finale, parce que, je veux dire, si l'UTBM gagne, même s'il n'y a pas le quota de points, etc., ils ont quand même la possibilité derrière de pouvoir travailler sur le match qui suit, de pouvoir vraiment se rattraper et pouvoir terminer devant Toulouse. Donc, je dirais que pour l'instant, le quota de points, faut déjà pas y penser. Il faut d'abord penser à gagner avant de penser à. C'est ça. Oui, de toute façon, ouais. Il est vrai que si tu gagnes de 17, là, tu t'assures la montée, et puis tu peux te permettre de perdre à Chaland. Mais si tu gagnes que, admettons, de 15, ce qui serait déjà très bien, tu es obligé d'aller gagner à Chaland. Sauf si Toulouse perd. Contre Lorient. Aussi, oui, tu as raison. Oui. C'est à Toulouse contre Lorient. Hein. Ouais. Oui. C'est ça. Ouais, après, il vaut mieux pas trop espérer là-dessus quand même. Hein. Non, parce que Lorient a lâché le morceau, là, visiblement. Et puis Toulouse, visiblement, eux, ils supportent très bien la pression, parce qu'eux aussi, là, ils ont fait une démonstration contre qui ils jouaient, eux, contre Rennes, et ils ont mis une rouste. Hein. À plus 16, je crois, oui, c'est ça. Et j'ai vu la moyenne de points
de Toulouse sur les 3 derniers matchs, donc depuis leurs 2 défaites. Et ils sont à environ 98. Ils sont à 94,6. Ouais, 94,6, merci. C'est pas loin de 98, ouais. Mais après honnêtement, Rennes, ils ont quand même pas été. Enfin, moi, j'ai vu que des bribes, évidemment, mais je ne les ai pas trouvés hyper décevants. Ouais, c'est ça, c'est que les équipes qui ont fini le championnat, pour elles, c'est pas pareil. Bah, et puis, sans il faut vouloir dire quand même que. que. Basile, toi, tu dis que tu as vu un peu du match Toulouse-Rennes. Est-ce que Joseph, il jouait ce match-là? Parce qu'il avait 2 matchs de suspension, dont demain contre Tours. Est-ce que il jouait pas. L'autre suspension, c'est contre Rennes ou contre Lorient, le dernier match? Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué, d'accord. Non, il n'a pas joué contre Rennes. Moi aussi, j'ai vu le match aussi. Ah, d'accord. Ouais. J'ai voulu me faire une idée de Toulouse par rapport au match qui va arriver demain soir. Je peux te dire que ouais. Il y a du boulot. Et Rennes, c'est pas n'importe qui, Rennes, quand même. Hein. Oui, non, mais Tours avait perdu à Rennes, le deuxième match de la saison. Hein. Donc, moi, je les ai trouvés un peu chamallows, Rennes. Ouais, mais encore une fois, on est dans une période qui, je veux dire, Rennes a fini son championnat maintenant, je crois. C'était leur 26e match. Hein? Dax aussi, Francis. Dax aussi. Oui, non, mais d'accord, mais Dax, si Tours déclenche un 3e carton très propre, Dax, on ne les revoit pas. C'est ça ce que je voulais dire. Tu vois, le plus 14, si au lieu de le faire dégringoler, on le fait un peu monter, ce qui aurait pu être presque normal, ça ne se passe pas comme ça, quoi. Le problème de Tours, c'est qu'ils jouent beaucoup avec c'est beaucoup de montagnes russes, hein, Tours, sur les derniers matchs. Là. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est jamais serein. On n'est jamais serein et il n'y a pas trop de maîtrise. C'est ça. On a toujours peur, en fait. Et puis, il y a des pertes de balles inexpliquées, voilà, quoi, des maladresses de main parfois incompréhensibles. Quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, croisons les doigts pour demain soir. Soyez tous un maximum devant vos écrans pour supporter les Tourangeaux. Et puis, on pense bien fort à eux et puis en espérant que la Pro B, c'est pour aller 96 heures, quelque chose comme ça. Quoi. Un peu plus, peut-être 128. Ouais. Bon, voilà. Francis, oui. On peut pronostiquer? Ah bah, si tu veux, ouais. Et tu dois déjà plein de restos, toi. Donc déjà, ouais, tu as déjà perdu au moins 3 restos, toi. Donc fais attention, le cochon rose, il va commencer à gruiner. Hein. Je pronostique l'UTBM de plus 4. Ouais, c'est-à-dire 12-8 Ouais, non. 4-0. 4-0. Bon, d'accord. Bon, après jingle, messieurs, nous allons parler handball. Suivez le débriefing des rencontres sportives tourangelles tous les lundis de 19h à 20h avec le grand débrief. Handball, donc ça se passait bien cette fois-ci à la Fontaine-Blanche. Le CTHB recevait Paris et on a vu une superbe démonstration des jeunes filles de Chambray. Vous êtes d'accord avec moi là, j'espère? Ouais. Oui. Hein, donc, victoire 25-16. L'effet marquant, on va dire que match très sérieux en défense. À un moment, il y a 10-4 dans la première mi-temps. Il y a eu un petit coup de moins bien. La mi-temps arrive à 12-11 pour Chambray, alors qu'elles ont une balle de, si je me souviens bien, elles ont une balle de 13-10. Et ça se transforme en 12-11. Et puis, moi, j'avais un petit peu la trouille en début de deuxième mi-temps, parce que je me disais, bon, Paris va commencer à mettre son jeu en place. Et puis, on va dire, les Chambrésiennes ont démarré tambour battant, parce que je crois qu'elles ont mis un 3-0, ou peut-être même un 4-0 en début de deuxième mi-temps. Donc, et même pour finir tes pronostics, Francis, le Paris a mis que 3 buts en 27 minutes dans la deuxième mi-temps. Donc, de la 30 de la mi-temps à la 50. 2, Florentin. Non, 3. Ils en ont mis que 2. Ah, bagarre. 3. Ah, bah ouais. Ah, t'as pas les mêmes sources alors. Après, c'est des statistiques plus que des pronostics, mais après, c'est comme tu veux. Mais par contre, moi, j'ai été agréablement surpris parce que, enfin, je vais peut-être être
désagréable en disant ça, mais je pensais pas que les Chambraisiennes étaient capables de sortir ce match-là à ce moment-là, parce qu'il y avait quand même de l'enjeu. Sur ce match, il y avait quand même un peu de pression, donc je ne les pensais pas capables de faire ça. Ouais. Moi, je me souviens que quand on avait reçu Guillaume Marquez, il nous avait expliqué que quand la gardienne elle est sur un nuage, comme c'était le cas pour Pradel ce week-end, eh ben, l'équipe devant est en confiance et c'est exactement ce qui s'est passé parce que les statistiques de Pradel, c'est du 14 sur 28, donc ça fait 50%. C'est très, très propre. Et puis, des arrêts réflexes somptueux, quoi, vraiment. Et puis, quand Andrea Neveland est rentrée sur des pénaltys, elle en a pas complètement arrêté deux. Il y a un lob qui va sur la barre, d'après ce que me disait Quentin, parce que je n'ai pas vu à ce passage-là. Le poteau, ouais. Voilà, c'est ça. Mais il y en a un qui arrête de jambe gauche sur un grand écart. Voilà. Non, on a eu… nos gardiennes ont vraiment fait un travail plus. Hein. Et après, si la fille a tiré sur le poteau, c'est peut-être qu'Andrea y est pour quelque chose. Hein. Des fois, dans la façon de te comporter, tu fais rater l'adversaire. Ce qui est sûr, c'est que les gardiennes, elles ont eu un impact même psychologique sur les Parisiennes importantes. Hein, parce que quand une gardienne est en réussite, derrière, on cherche des angles peut-être plus précis, plus compliqués à avoir. Et puis, on loupe des tirs, on fait des poteaux et on tire sur la gardienne. Il y a même eu un tir de pratiquement 10 mètres, tellement elles n'arrivaient pas à trouver les intervalles parce que ça défendait bien. Il y a eu un tir vraiment qui était tant pis, je tente ma chance. Bon, le tir est allé à côté, mais la fille était vraiment très loin, quoi. Donc, Andrea, il y avait eu aussi un face-à-face Laura Flips face à Linda Pradel, où elle avait essayé de viser la lucarne droite de Pradel et qu'elle a complètement loupé le tir. C'était pas en confiance les athlètes. Oui, il y a eu toute une série de tirs manqués parce que effectivement, quand tu es devant Pradel qui est en feu, eh ben, tu cherches à tirer au plus près des poteaux et puis tu es au plus près des fois, mais à l'extérieur. Ouais. Après, avec toutes les absences qu'il y a du côté de Paris, elles étaient vraiment démunies au niveau des tireuses, des tireurs. On dit tireuses ou tireurs? Bon, maintenant, tu peux dire tireuse, oui. Tireuse, au niveau des tireuses de loin. Ouais, les arrières. Elles ont mis 5 buts seulement en deuxième mi-temps, hein, les Parisiennes. Ouais. De 11, ça passe à 16. Effectivement, c'est. Ouais, donc 3 sur les dont 3 sur les dernières minutes. Hein, donc, effectivement, ça c'est rare qu'en 27 minutes, les adversaires ne marquent que 2 buts. Ouais. Mais il y a une sacrée défense. Hein, Camille Asperge, Stojkovic au centre. Ouais. Elles ont été impeccables. Hein. Il n'y avait que des solutions sur les extrémités, mais Laura Flips n'a pas fait un match énorme. J'ai pas ces statistiques. C'était peut-être du 2 sur 5 ou un truc comme ça. Je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus. Ouais. Je pense qu'elle n'a pas trop regardé la feuille adverse. Mais on a l'impression aussi qu'elles ont abdiqué rapidement, les Parisiennes. Hein, donc, elles étaient sans solution. Hein. Ouais, quand tu n'as pas de solution en attaque, c'est compliqué. Hein. Après, je peux peut-être citer les deux mauvaises nouvelles. Non, du coup. Non, les bonnes. Les deux mauvaises nouvelles du match, c'est une dans le jeu où je trouvais que Paris trouvait souvent sa pivot, Ouattara. Et la deuxième, c'est la blessure de Ana Paula Rodriguez au bout de 10 minutes de jeu. Alors, je suis d'accord avec toi sur la blessure de Rodriguez, ça, il n'y a pas de problème. Mais la mauvaise nouvelle que trouvait Ouattara, il faut bien qu'elle joue, cette jeune fille. Donc, c'est normal qu'on s'appuie sur elle. Mais je trouvais qu'on laissait trop la balle. Paris trouvait trop la pivot. De toute façon, elles n'ont pas d'autres. J'ai compris ce que tu voulais dire. Mais elles n'ont pas d'autre solution, Paris. Hein. Ouais. À partir du moment où effectivement l'effectif est amoindri. C'était difficile quand même de couper la relation pivot de manière complète parce que régulièrement il y avait une ailière qui venait perturber. Donc elle jouait plutôt à 2 dans la zone du pivot. Donc c'est vrai que ça offrait de la possibilité à Ouattara. Donc je trouve que tu es un peu dur là dans ton analyse, mais après, moi je réitère ce que je disais en préambule. Hein. Honnêtement, moi je ne les pensais pas capables de faire ce match-là à ce moment-là. Et franchement, moi elles m'ont bluffé. C'était un match de solide, un match de patron. Et ça envoie un message quand même, hein, parce que Paris, c'est quand même pas n'importe qui. Hein.
Elles ont pris un bel avantage psychologique. Hein. Ouais, c'est un super avantage psychologique avant les phases finales. Dans les finales. Parce que là, alors, tiens Bertrand, vas-y, fais une explication de la suite, de ce qui peut se passer, des finales 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fais-nous un topo, s'il te plaît. Déjà, il faut attendre que Nantes termine ses matchs, puisque Nantes a 2 matchs en retard, contre Brest et contre Bourg-de-Péage. Donc, si Nantes perd ces 2 matchs, le CTHB termine 4e. Donc, jouera la finale 3-4, mais sera, quoi qu'il arrive, européen. Ouais, c'est une finale pour du beurre, ça. Voilà, mais bon, donc CTHB sera européen, c'est l'objectif du club maintenant. Après, si Nantes gagne un des 2 matchs, CTHB va terminer 5e et jouera contre Paris, donc la place 5-6. Et pour être européen, il faudra que le CTHB gagne cette finale, termine 5e. Alors, c'est sur match aller-retour. C'est sur match aller-retour. Ouais, sur match aller-retour, ouais. Voilà. Je suppose que en admettant que ça soit Tours Paris, je suppose que le match retour serait à Tours du fait qu'ils ont terminé devant Paris. Ouais. L'avantage du terrain, ouais. Ouais, je pense. Hein. Pour le match d'appui, puis peut-être retour du public, du coup, puisque se jouera le mercredi 26 avril et le week-end après. Pardon 26 avril. 26 mai, je veux dire, pardon. 26 avril de l'année prochaine, alors. Ouais. D'accord. Non, 26 mai et puis le week-end. Et le retour en 2023. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un décalage horaire chez toi, dans ta commune, Florentin, non? Non, je pense pas. J'espère que tu es plus concentré à l'école quand même. Hein. Alors, on a évoqué hors antenne avant que l'émission commence tout à l'heure, puisque il faut quand même l'annoncer, depuis hier, Nantes a gagné la petite Coupe d'Europe. Bravo à ces jeunes filles. Hein, elles ont gagné 36-31 en finale contre une équipe polonaise, si je me souviens bien. Non? Ouais. C'est pas de la Hongrie? Non, je ne sais plus trop. Mais, je sais pas. Une équipe de l'Est. Je ne connaissais pas. Ouais. Bon, donc d'ailleurs, un petit peu dommage, les seules images qu'on pouvait, c'était sur un site en rapport avec Eurosport. Donc, c'est-à-dire que les chaînes, l'équipe, les autres chaînes, Sport en France, tout ça, ne l'avaient pas. Alors, c'est vrai que ça se jouait pas en France. On est d'accord, mais bon, c'est quand même dommage, une équipe française en Coupe d'Europe, qu'on voit pas ça, quoi. Voilà. Bon, bref, ça c'est juste mon ressenti. Donc, on en parlait avant. Si le règlement de l'an passé est appliqué cette année, ça voudrait dire qu'il est possible que la 6e place soit qualificative pour l'Europe. Mais on dit bien peut-être. C'est bien ça? Oui. C'est ça. Il y a des chances que le CTHB soit qualifié pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Voilà. Mais il y a des chances. Ouais, tout dépend de la décision de la fédération. Comment ça s'appelle, la fédération européenne de handball? Bon, bref, quoi. Je suppose que ce sont les instances qui vont devoir plancher là-dessus. C'est l'EHF. Pardon? L'EHF. Ouais, C'est ça? C'est l'EHF, ouais. D'accord. De toute façon, quand tu ne sais pas, tu me demandes. Moi, je peux t'aider. Petite précision, Nantes a gagné face à Siofok, oui, mais c'est équipe hongroise. Hongroise, d'accord. Parce qu'ils avaient du mal à respirer, les filles. Mais avec 3 Françaises. Avec 3 Françaises, c'est les meilleures joueuses de l'équipe hongroise. C'est vrai? Elles sont en équipe nationale, non? T'as Aoustin, t'as Gnawan, je crois. Ah oui, Gnawan, je me rappelle de ça. Là, ouais. Ouais, et puis je sais plus trop, mais oui, à Oracek, bon, je sais plus trop les noms, mais ouais, 3 joueuses françaises dans cette équipe. D'accord. Bon, en tout cas, bravo Nantaises. Alors, il faut rappeler que ces jeunes filles ont donc 2 matchs en retard, les filles de Nantes. À Bourg-de-Péage. Alors, d'abord, mercredi prochain, elles iront à Brest. Brest qui a besoin, si elles veulent jouer la finale match, elles sont pour l'instant 2e derrière Metz à 3 points. Après, si elles battent Non, Francis. Non. Quoi? Non, Brest a besoin de gagner de toute façon pour avoir le retour à la maison. Nantes. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Pour avoir le retour à la maison, Brest doit gagner parce que les confrontations directes Brest-Metz
c'est Brest qui est devant. D'accord. Après, il y a la Coupe d'Europe. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Florentin? Nantes joue mercredi à domicile contre Brest en play-off. Oui. Ensuite, samedi en Coupe de France. Et le Il vendredi, rejoue Brest, oui. et le vendredi 21 mai face à Bourg-de-Péage. À Bourg. Ouais, à Bourg. Voilà. Donc, mais il faut savoir que Brest va vouloir gagner ce match de play-off pour s'adjuger la première place qui, effectivement, lui donnerait le droit de recevoir sur la deuxième confrontation contre Metz. Voilà. Après, faut pas s'affoler, hein, parce que même si le CTHB joue Paris pour la finale, place 5-6, c'est largement jouable par rapport à ce qu'on a vu ce week-end. C'est vrai. Oui, mais... sauf si Paris récupère des joueuses. Mais par rapport à l'effectif qu'elles avaient et la différence de niveau, et surtout que ça se joue sur 2 matchs. Bon. Oui, mais on sait que on répète pas forcément les mêmes prestations. Moi, la logique en sport, ça a tendance à m'énerver un petit peu parce que c'est la vérité de la feuille de match n'est pas la vérité du terrain. Voilà. Si on regarde, c'est vrai. Si on regarde le match aller en octobre à Paris où on perd 24-23. On avait fait une prestation, je ne sais même pas comment on a fait pour recoller au score. Et là, on gagne. Et puis, on a raté un match complètement à la maison contre Bourg-de-Péage où on a pris -5. Voilà. C'est vrai. Oui, mais là c'est sur 2 matchs déjà. Oui. Et puis Paris est énormément handicapé. Et s'ils ne récupèrent pas ses joueuses, ils ne vont pas pouvoir se mettre au niveau. D'accord, mais d'ici là, il n'y a rien qui te dit que Ana Paula Rodriguez sera là, qu'il n'y aura pas une autre joueuse qui aura un pépin. Enfin, je veux dire, la vérité d'aujourd'hui, c'est la vérité d'aujourd'hui. Voilà, et puis, on le rappelle, mais Pradel les a mises en situation plus. Il suffit que les gardiennes soient un petit peu moins bien ce soir-là. Et puis voilà. Mais il y a des raisons. Si Pardon ? Linda Pradel a fait ses arrêts, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'au niveau de la défense, elle était au niveau et que les tirs de Paris n'étaient pas dans des bonnes situations aussi. Ouais. Attends, donc sur la des défense contre-attaques, est pour quelque chose. Attends, Bertrand, sur des contre-attaques, quand il n'y a pas de défense et qu'elle gagne le duel en 1 contre 1, elle en a gagné des duels en contre-attaque. Elle en a gagné 4 ou 5. Hein. Donc, voilà, quoi. Ça, c'est pas un problème de mauvaise défense. Là, c'est elle qui a fait le boulot, là. Bon, regardez votre pessimiste, là, messieurs. Mais non, moi, je suis très optimiste sur ces matchs-là. Hein. Franchement, là. C'est pas du pessimisme, c'est de la modération. Parce que toi, tu t'enflammes. Voilà. Je m'enflamme, non, mais par rapport à ce que j'ai vu, là, il n'y a pas de risque à le dire. T'es confiant, c'est bien. T'es confiant, c'est bien. Voilà. Et surtout, ce qu'on n'a pas dit, là, parce que Florentin a parlé des points négatifs, mais il y a quand même des points positifs sur ce match. Il y a la grosse prestation de Stojkovic, qui a quand même été blessé il y a peu de temps. Ouais. Et là, en fait, c'était son match de reprise. Hein. C'était son match de reprise. Ouais, qui fait un. Elle met 7 buts. Elle met 7 buts. 5 sur 6. Ça fait 5 sur 6. Elle a 7 buts. Bon, ça dépend mais on n'a pas pris Moi, j'ai pris la feuille de match de la Fédé où je ne sais pas le nombre de tirs. Je sais que elle fait 7 sur 7, l'autre a fait 6 sur 6, l'autre 1 sur 1. Il n'y a pas de. Bon, voilà quoi. Elle a réussi son match, disons. Voilà. Oui, c'est ça. Offensif, bon match, voilà. Et même en défense. Hein. Même en défense. Hein. Et puis, il y a aussi Blombou. On n'en parle pas trop souvent, Blombou, mais elle nous fait un 7 sur 11. Elle a pris confiance là sur ce match-là. Et puis, si elle garde la confiance. T'as combien, toi ? Moi, je suis à 6. Toi, il y a une inversion entre Blombou et Stojkovic. Il y a un 6-7. Toi, c'est 7. Mais Blombou, par contre, moi, je suis d'accord avec toi, Bertrand. Elle a été extrêmement tonique, extrêmement tranchante. Quand elle arrivait dans la défense, en général, elle venait pas pour trier des lentilles. Et systématiquement, elle arrivait lancée. Et elle a fait énormément de mal, d'ailleurs, quand elle prenait le ballon lancé, parce qu'elle est quand même vachement athlétique. Et je suis d'accord avec toi, il y a des très très bons points, il y a des points positifs. Cela étant, c'est pas pour autant qu'il faut s'enflammer. Moi, je disais juste que effectivement, elles ont fait un match qui est peut-être un match référence à ce moment-là de l'année, qui peut être leur référence de l'instant, mais c'est pas dit qu'elle réitère exactement le même match sur la confrontation, la double confrontation avec Paris. Et puis, c'est ça. Il y a la façon d'aborder les matchs. Il y a plein de choses. C'est tellement fragile sur ces disciplines-là. Hein, donc, on dit souvent quand la défense va, tout va.
Et là, je crois que Jérôme Delarue a trouvé le moyen de défendre sur les joueuses parisiennes et il n'y a pas de raison que ça change. Bon, non, elles étaient vraiment en difficulté en attaque. Donc, franchement, à moins que le coach de Paris trouve la solution entre-temps, en analysant la vidéo. Quand tu t'appelles Paris et tu te fais secouer comme elles se sont fait secouer là et que tu te fais mettre en échec comme ça par Linda Pradel, etc., je pense que, à mon avis, elles vont préparer quelque chose pour la confrontation directe. Ça m'étonnerait qu'elles se disent « Ah bah oui, effectivement, on n'a pas réussi, bon bah tant pis ». Non, puis on va dire qu'il n'y a pas 9 buts d'écart entre ces deux équipes-là, parce que Paris a abdiqué à la 32e minute. C'était plus la défense était de plus en plus lâche. Bon, voilà, on sait comment ça se passe quand tu prends un bouillon. On a vu des fois des matchs contre des équipes comme Metz et Brest. Quand tu prends une rouste, tu relâches défensivement. Ça, c'est presque logique. Pourtant, elles ont bien terminé, Paris. Ouais, mais peut-être aussi que parce que Delarue a fait tourner et peut-être aussi que la défense de Chambray était moins performante que sur toute la première mi-temps et sur au moins la moitié de la deuxième. Voilà. Oui, tu sais, Chambray a relâché, c'est sûr. Chambray a relâché. Delarue a tourné parce que Valenté, ça sont rentrés. Même Roland a plus joué. Donc oui, ça a tourné. Elles sont, à un moment, elles sont à plus 10. Il doit rester 7-8 minutes à jouer. Automatiquement, il y a un turnover. Tu fais jouer effectivement les seconds couteaux. Et puis, tu fais aussi attention à ne pas prendre un mauvais coup parce qu'il reste des matchs, il en reste 2. Et que ça serait bête d'aller au charbon pour pas grand-chose finalement. Quoi. Après, elle nous a montré de belles choses, Roland. La nouvelle, là. Qui vient de Nîmes. Non, c'est bien. Après, il y a aussi Memana et Djeneba Touré qui ont fait un bon match aussi. Touré, mais c'est deux joueuses qui sont régulières dans leurs prestations. Memana, ça fait un petit bout de temps, oui. Au niveau de l'aile, ça fait un petit bout de temps qu'elle assure. Même si elle a eu un départ difficile, parce qu'elle a fait deux tirs au premier poteau qui ont été contrés par la gardienne, et elle était un petit peu dans le doute. Elle avait une tentative à un moment qu'elle n'a pas prise parce que justement elle venait de rater. Bref quoi. J'ai un 4 sur 7 pour elle. J'ai 4, mais je ne sais pas sur combien, puisque je ne l'ai pas moi sur la feuille de match que j'ai. Après, juste pour interagir avec les auditeurs, il y a un auditeur qui nous a dit « Elles ont fait un match aussi plein à Nantes ou contre Toulon, par exemple. Ce n'est pas une exception, ce match contre Paris. 3 petits points. » Oui, non, mais c'est vrai, elles sont assez régulières. Là, ça se voit plus parce que Pradel fait des arrêts et puis que la différence est grosse, quoi. 9, c'est bien, quoi. Quentin, tu l'as regardé, toi, le match? J'ai regardé un peu, en différé, parce que je ne pouvais pas regarder le soir même. Mais entièrement d'accord avec vous, de toute façon. Franchement, la défense très solide, très costaud. Par rapport au pivot parisien, à la pivot parisienne, pardon. Je trouvais que la défense avait malgré tout bien défendu sur elle et que Pradel derrière sortait bien aussi pour couvrir un maximum d'angles. Donc les shoots qu'elle a eu n'étaient pas non plus faciles, c'était pas non plus des conditions simples pour shooter. Après en attaque, c'était comme les autres matchs, je trouve, du CTHB, il y a eu du bien et du moins bien. Mais derrière, quand tout le des tirs et que Pradel assure et que la défense assure, forcément, on peut se mettre plus facilement à l'abri et c'est plus facile aussi pour se la rencontre. Peu de pertes de balles sur ce match. Oui, c'est vrai. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les derniers matchs, c'était Rodriguez là, qui tenait un peu la baraque en attaque. Oui, c'est vrai. Et là, elle a été blessée, elle est vite sortie. Et tout le monde a pris le relais parce qu'en attaque, après, c'était assez complet. Je ne l'ai pas vu se blesser, c'est arrivé à quel moment? À la 10e minute de jeu. Ah, j'ai pas vu. Et d'après ma source, ce serait au tendon d'Achille. Et elle passe des examens aujourd'hui ou demain. D'accord. Et une oreillette avec la médecine, le petit. Ouais, c'est ça. Bon, messieurs, nous allons conclure là la page handball. Donc, on va annoncer quand même les futurs matchs. Donc, on a dit demain soir, basket, Toulouse, à Montconseil. Oui, tu vas me laisser parler, oui. Je vais te la donner, ta parole. Toulouse, demain soir à 20h à Montconseil. Le handball, normalement,
On a dit le 26 mai. 26 mai. Mercredi 26 mai, ouais. Alors, ce sera, on ne sait pas encore où et on ne sait pas contre qui déjà. Donc, voilà. Mais la date, c'est le 26 mai. Alors maintenant, Florentin, tu veux nous apprendre des choses. Je ne sais pas trop quoi, mais vas-y. On va surtout parler mercato, puisque au volley, Lucalo, ainsi que Arthur Udris et Petrus Montes partent du tour volleyball. Donc, Lucalo, on sait où est-ce qu'il part. Il retourne dans son pays natal au Brésil, à Soda Cruzeiro. À Rouletabille. Et du coup, pour pallier le départ de Arthur Udris, c'est Aboubacar Dramé Neto qui arrive en provenance d'Italie, qui vient remplacer Udris. Il fait 2,02 m et c'est un gaucher. Un Brésilien. Ouais, un C'est un Brésilien. Oui, il vient d'Italie, mais c'est un Brésilien. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Et Montes, il suit Hubert à Nantes. Ah oui, d'accord. Ouais. Et on en est à combien de départs et d'arrivées là? Est-ce que l'équipe va être comme d'habitude renouvelée à 50, 60%? Pascal Foussard, dans la conférence de presse un lundi, c'était il y a 2 semaines de mémoire, avait dit qu'on saurait toute l'équipe mi-mai. Donc ça va bientôt. Ouais, mais là pour l'instant, ce qui est acté, ça fait combien de départs, combien d'arrivées? Départ, il y a Pablo Nathan, il y a Arthur Udris, Petrus, Lucalo, Nicolas Rossard. Donc 5 déjà. Plus le coach. Plus le coach. Et en arrivée, il y a Boubacar Dramé Neto. Il y a aussi Kevin Tilly. Ouais. Teremenko, là, je ne sais pas comment il s'appelle là. Ouais, il y a le retour de Thierry Menko, Dimitro. Teriomenko. Merci Basile. Il a du mal, le petit. On lui garde pas le terrain là. Non, mais c'est. Il ne l'avait pas préparé. C'est bien ce qu'il fait quand même. Ouais, c'est bien. Ouais. Et du coup, le coach Marcelo Francoziac. Donc, on va avoir un effectif encore renouvelé au moins à 50%. Quoi. Ouais. Là, non, on a le pointu, on a le passeur, on a les 2 réceptionneurs attaquants, on a. Non, on n'en a qu'un. Hein. On n'en a qu'un. Si, on a Tilly et puis El Graoui. El Graoui, on ne sait toujours pas s'il a prolongé ou pas. S'il part pas, c'est qu'il reste. Bon, si on le sait pas, on va pas épiloguer là-dessus. La continuité de tes brèves, Florentin, c'est quoi? Et juste une info à Nantes, ils ont un gros projet parce qu'il y a Yannick Bazin qui est parti là-bas aussi. Ah oui, ça devient lourd là, oui. Ouais. Donc après, il y a un petit mot de handball aussi, où on connaît la date de reprise du championnat de la Ligue Butagaz Énergie qui se déroulera le mercredi 8 septembre. Alors que normalement, c'est fin août, normalement. Ouais, mais là, avec les JO, ça a été repoussé. Ouais, c'est les JO, là, c'est vrai. Oui. Il y a une autre info, Hand. Laquelle? Flo. Planeta. Qu'est-ce qu'a fait Planeta l'année prochaine? Je l'ai pas, celle-là, par contre. Voilà. Elle va en Hongrie. Elle retourne chez elle. D'accord. Elle a signé 2 ans à Debrecen. Ça, c'est... Oui, effectivement, à partir du moment où tu t'es renforcé dans ce secteur-là et puis tu sais pas trop, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas joué. Là, on s'est rendu compte, bon, c'est normal, hein, elle n'a pas joué, elle est un petit peu juste. Elle a fait des tentatives quand même de tir, mais il va lui falloir du temps pour retrouver la cadence. Ouais, je crois qu'elle avait fait un 2 sur 5 la fois d'avant, et puis là, je crois un 0 sur 2. Ouais, bon, le retour est un peu difficile. Ouais. Mais bon, c'est déjà bien qu'elle rejoue, parce qu'à un moment, elle pensait de ne pas pouvoir rejouer. C'est vrai. Après, voilà pour le hand. Un petit mot de rugby, avec, on connaît beaucoup de prolongations de l'effectif du SC Chinon. Avec en première ligne David
de Ron. Ah oui, on les connaît, mais toi, tu as du mal à les connaître quand même. Hein. Ouais. Pour tout avouer aux auditeurs, je suis pas trop le rugby. David De Jong, Adam Declercq, Valentin Raffo, Gabriel Laurent pour les premières lignes. Deuxième ligne, Grégoire Coallier, Antoine Rabusso, Atef Lassoued et Thibaut Mauclé pour les deuxièmes lignes. Pour les troisièmes lignes, Léo Futch, Thomas Baron, Thomas Robardet et Patrick Perdriau. Le poste 9 et 10, Matteo Bouérou, Maxime Folio, Alexandro Afloar, Vasile Parachif. Et tu cites tout le club là. Tout le monde. Je cite. Et les oui. Et les ailiers 11 et 14, Divi Hamelin, Antoine Barillon, Julien Narbonne et Jérémy Guillain qui prolonge au SC Chinon. Bon. Vas-y, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? C'est assez complet. Après, pour l'instant, il y a des prolongations, il y a des joueurs, il y a quand même beaucoup de joueurs de l'équipe Espoir dans ceux que Laurentin a signé. Ouais. Après, signalé, pardon, c'est extrêmement bien parce que c'est un bassin de population, la région chinonnaise, où bien souvent les jeunes s'en vont à partir d'un certain moment. Et là, le fait qu'ils arrivent à garder pas mal de jeunes, je trouve ça très bien. Parce que ça peut leur permettre de solidifier au niveau du club et d'arriver à avoir un projet qui soit peut-être viable à un moment donné pour aller chercher la Fédérale 2. Ouais, parce qu'il faut Chinon en termes d'études, ça s'arrête au bac. Voilà. Donc après, si les gens vont pas trop loin, s'ils vont à Tours, s'ils vont à Saumur, s'ils vont à Angers, ils peuvent effectivement être là le week-end pour jouer sans trop pouvoir s'entraîner avec le club de Chinon. Mais effectivement, ça reste un problème qui se rencontre de temps en temps, quoi. Voilà. J'ai pas entendu dans ta liste, peut-être que j'ai mal entendu. Tu as parlé de Guy Borde? Non, il joue quelle ligne? Troisième ligne. Troisième ligne. Non. Non, il y a pas mal de joueurs, notamment des cadres de l'équipe première qui n'ont pas été cités. Après, il y a Alexandro Afloare, c'est le numéro 9 qui était arrivé en cours de saison. Un Roumain qui était d'ailleurs, j'avais trouvé très bon, qui avait beaucoup joué avec les espoirs, qui avait notamment joué contre Tours. Je l'avais trouvé extrêmement bon. Et puis, oui, je me souviens de lui, oui. Vasile Parachif aussi, le numéro 10, qui peut aussi jouer arrière. Il continue, lui. Il était listé. Je l'ai vu passer, ça. Ouais. Après, pour répondre à notre auditrice, oui, Chinon joue bien en Fédéral 3. Oui. Pourquoi? Qui a posé la question? Louis Assiac. Ah, notre auditeur, pardon. Voilà. Oui, mais on le savait que Chinon jouait en Fédéral 3. Il y a quelqu'un qui a posé la question? Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une future émission, mais la pyramide de la Fédérale, là, ils jouent à pyramide, ils enlèvent des briques, ils remettent des briques. C'est une véritable catastrophe. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est pas forcément fait pour fluidifier les choses et permettre la compréhension de tous. Il est question qu'il y ait une nouvelle poule, une nouvelle division. Oui, et puis même sur les séries élites, sur les niveaux de série. Ils veulent complètement chambouler les choses en série. C'est ça, il va y avoir du régional et puis après, ça va être il y a un projet qui est en réflexion a priori, mais que bon, voilà quoi. Et ça peut permettre à l'US Tour de monter ces différences de championnat. On en parlera en temps voulu. D'accord. Parce que on va pas donner des éventuels. Pour l'instant, il y a eu que 6 matchs de championnat joués, donc on peut pas parler de montée pour qui que ce soit, en tout cas sportivement. Voilà. Non, mais si créer un championnat intermédiaire, peut-être que ça aurait permis. Voilà, c'est pas le cas. Oui, mais pourquoi Tours et pas d'autres? Donc il y a des raisons effectivement. Les matchs de rugby pourront reprendre le 20 mai, a annoncé la Fédération française de rugby.
Oui, sauf qu'il n'y a pas de match le 20 mai. Quoi. C'est ça. Non, il y a plus. Les championnats vont pas reprendre. C'est sur des tournois le 20 mai. Bah, tournoi ou peut-être match amicaux. D'ailleurs, en parlant de tournoi, le Worthington Sevens qui devait se dérouler fin mai, fin mai début juin, sera reporté au mois de septembre normalement, si la situation sanitaire permet de faire venir le monde suffisamment au mois de septembre. D'accord. Question, faut que ce soit un week-end où le Tour FC ne joue pas à la maison, je suppose, ou alors le Tour FC ira jouer sur le terrain annexe. Surtout s'il y a les jeunes aussi. Parce qu'il peut y avoir les U19 nationaux. Non, mais là, la ville bloque le terrain pour le HH. Le Tour FC doit s'accommoder de ça. Voilà, parce que le HH, il est réservé par le site Vallée du Cher est réservé par le HH. Voilà, donc c'est la mairie après qui prend les décisions. Ça, ils peuvent pas le savoir. Hein, ils peuvent pas le savoir pour le Tour Football Club. C'est trop tôt. Donc, à mon avis, ils vont pas. Le ils HH. Vont pas en tenir compte. Oui, non, mais d'accord, parce que le HH, sur le week-end, ils ont besoin de tous les terrains. Ah ouais. Non, mais dans ce cas-là, si le Tour Football Club doit jouer à la maison, soit ils vont inverser avec l'autre équipe ou ils iront jouer ailleurs. Le stade du Danemark, c'est le stade pour l'Aspo Tour. Ouais, mais il est peut-être pas homologué. Non. Le Danemark, c'est pas le terrain de la SPO Tour. C'est à Tournord, le stade du Danemark. Donc la SPO, c'est un club de Saint-Pierre-des-Corps. Donc ça peut pas être là-bas, ça me semble. C'est pas les Portugais de Tours qui jouent là-bas? Ah oui, si, les Portugais. Non, ils jouent plus là. Je sais pas, il y a eu des changements, mais c'est pas la SPO qui joue au stade du Danemark, non. Non, après, il faut que ce soit un club homologué National 3. Enfin, peu importe, on est en train de. Oui, on est en train de parler pour parler, mais bon, voilà quoi. Ouais, parce qu'il y a d'autres infos là, il y a d'autres brèves, notamment en foot. En foot. Bon, les gars, il est 20h passé. Ah ouais? Bon, allez. Bon, en foot, tu l'as ou pas? Non, vas-y. Bah, l'arrivée de Cyril Carrière à Saint-Cyr, c'est pas rien. Ah ouais, c'est vrai aussi, ouais. Ah oui. Ouais, l'arrivée de Cyril Carrière à Saint-Cyr qui prend la en tant qu'entraîneur à Saint-Cyr, Cyril Carrière qui était parti à Orléans, qui était à Tours, qui a fait la formation à Tours, qui est parti au centre de formation d'Orléans et qui revient en Touraine. C'est une bonne nouvelle pour Saint-Cyr. C'est une bonne recrue pour Saint-Cyr. C'est une bonne recrue. Après, il prend la régionale 1, si je dis pas de bêtises. Ouais, il se prend la régionale 1, Saint-Cyr. Ouais. Je pense que son projet, quand même, ça va être comme s'il avait fait à Tours, à la fois allier beaucoup de jeunesse avec quelques joueurs d'expérience pour pouvoir créer un bon groupe, une bonne entente, pour pouvoir ensuite monter quand même assez rapidement avec Saint-Cyr. Il y a le potentiel pour monter à Saint-Cyr? Oui, je pense. Des bonnes équipes de jeunes. Les jeunes marchent très très bien à Saint-Cyr. Ouais. Puis c'est l'année dernière où ils étaient en N3. Oui. Ils ont fait l'ascenseur, oui. Ouais. Bon, la N3, c'est ce qu'on appelait la PH à mon époque. Ou la CFA2. DH? Non. PH. PH. Non, la DH. Non, la PH, c'est la F1. C'était sous la CFA2. Hein. Ouais, non, attends, je te parle, moi, à mon époque, la 5e division, c'était la promotion d'honneur. Parce qu'il y avait première division, 2e division, 3e division en poule. La 3e division, il y avait 6 poules nationales. Il y avait DH et PH. C'était le 5e niveau, la promotion d'honneur. Et après, promotion de ligue. C'était en 1800 combien? Non, c'était en 1975. Il était tout seul, il était seul à être né. Bon, de nous ce soir, oui. Sinon, il y a non, pas moi, je jouais Bertrand. Sinon, il y a du hockey sur glace avec l'arrivée de Guillaume Maxwin en provenance de Neuilly. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Basile. Alors, c'est Neuilly-le-Brignon? Non, c'est Neuilly-sa-mère. Ah. Non, Neuilly-sur-Marne. Ah bon, d'accord, parce que si c'est Neuilly-le-Brignon, il n'y a pas de patinoire. Alors, Non, après, c'est une bonne recrue, un défenseur canadien. Pas mal parce que Neuilly, c'est costaud dans la division. Donc c'est une bonne recrue. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Un beau gaillard, 1m93, 97 kg. C'est ça, c'est pour ça que j'aime bien. Ça déménage un peu, ça met 2-3 brins quand il faut en mettre, donc c'est bien.
Ouais, puis il est jeune. Un jeune. Parce qu'ils ont recruté pas mal de gars d'expérience, mais là, au moins, c'est un jeune qui a de l'avenir. Après, il y a des aussi. retours. Il va en parler, le petit. Ouais. Il y a donc le départ de Arnaud Lazzaroni. Et on a appris, on savait déjà le départ de Yeri Blazek qui part à Brest. Donc on le retrouvera la saison prochaine. Donc je voulais poser la question à Basile. Tu penses, d'après toi, Arnaud Lazzaroni, c'est une grosse perte pour les Remparts? C'est une perte. Une grosse perte, je sais pas. En fait, si tu veux, il faut toujours voir avec quoi c'est remplacé pour dire si c'est une grosse perte. Mais Florentin, il pose les questions à ta place, Francis, là. Ah non, mais moi, c'est pas moi. Non, mais c'est bien ce qu'il fait là, parce que moi, je les connais pas, les gars. Vous savez tous que le hockey sur glace, je suis pas vraiment. Donc voilà. Enchaîne les excavateurs, Francis. Alors après, il arrête. Enchaîne avec les arrivées. Il la veut tellement. Donc, on a l'arrivée de Yann Safar en provenance de Neuilly qui était en prêt à Strasbourg. Donc, là aussi, un défenseur tchèque de mémoire. Qui était déjà à Tours, donc on le connaît. Et je remarque une chose, c'est que tu fais beaucoup de mémoire. Hein. Ouais. Mais que la mémoire faillit de temps en temps quand même. Hein. Donc, il faudrait que tu t'achètes un papier et un crayon. Ah, je l'ai. Voilà. Bah oui. Ah oui, tu l'as en plus. Après les départs de Antoine Torres en Ligue Magnus et de Kevin Tassery qui part à Caen, qu'on le retrouvera l'année prochaine en D1. Donc, vas-y, je vais te poser la question. Non, on n'a plus le temps là. Tu écourtes ton truc, on n'a plus le temps. Vas-y, il est 8h05. Alors, je vais annoncer la dernière nouvelle, la très bonne nouvelle. Le retour de Colin Downey en provenance de Mulhouse. Il était au Rempart et il est parti 2 ans à Mulhouse en Ligue Magnus et il revient au Rempart pour cette année. D'accord. Bon, là, tu as fini? Ouais. Bon, c'est bien. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, en espérant que le lundi prochain, nous annoncions de très bonnes nouvelles en ce qui concerne le basket, hein, bien évidemment. On aura 2 matchs à traiter et en espérant que ce soit 2 victoires. Voilà. Et l'agenda, merci Florent. J'ai oublié l'agenda, la 4S qui joue samedi face à Bayard Argentan. D'accord. On en parlera aussi lundi soir alors. Merci Florentin, merci Quentin, merci Basile, merci Bertrand, merci Guillaume à la technique. Pas de merci aux invités puisqu'il n'y en avait pas ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à lundi. Salut tout le monde. C'est bon. Bon, Bertrand, pour l'US Tour, moi, je voulais pas qu'on aborde le sujet parce que on va dire que le dossier de l'UST est très bien avancé et qu'il est possible qu'ils évoluent en Fédéral 2. Moi, j'ai l'info de Bourgeot, Basile.